donc j'ai le plaisir d'accueillir avec moi donc Georges Charon. Bonjour Georges. Bonjour Xavier. Voilà, tu es directeur délégué régional Pays de Loire FFIE. Également avec nous Lilian Cole. Bonjour Lilian. Bonjour Xavier, bonjour tout le monde. Directeur technique d'Anitech. Arnaud Brouquier. Bonjour Arnaud. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Co-président d'Anitech et président de Delta Certec et Delta Télécom. Également Fabien Prieur. Bonjour Fabien. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes responsable du pôle exploitation maintenance chez un bailleur social qui s'appelle la Nantaise d'Habitation. Et puis pour terminer, on a Christian Brou. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Voilà, Christian Brou, vous êtes électricien adhérent à LFFIE. Et puis Thierry Perrion. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Et vous êtes également électricien adhérent à FFIE. Quel beau plateau on a aujourd'hui pour cette table ronde. Alors peut-être on avait prévu, Georges, une petite ouverture un petit peu pour caler le sujet. Le web conférence. Oui. Exact. Bon, bonjour à tous. Le monde évolue, le monde de la construction et de l'électricité aussi. L'électricien du futur fait son apparition d'installateur électricien. Il devient intégrateur électricien. Il accompagne au-delà des attentes et des besoins nouveaux, des usages attendus par les occupants et gestionnaires des bâtiments. Il répond aux enjeux sociétaux, climatiques et énergétiques. L'intelligence artificielle, digitalisation, data, bâtiments connectés, le monde de demain est déjà là. Dès lors, la profession de l'installation électrique est en pleine transformation avec l'émergence de la révolution numérique et énergétique. Bâtiments connectés, énergie renouvelable, mobilité électrique avec charge pilotée et intelligente, gestion fine et complexe des data, pilotage des systèmes énergétiques des bâtiments, etc. Les domaines d'intervention sont nombreux pour les intégrateurs d'électriciens, au service des utilisateurs du bâtiment avec plus de sécurité, de confort, de sécurité, de sûreté plutôt, et d'une meilleure performance énergétique. Tout est bouleversé. Compétences, relations clients, offres des entreprises, produits développés pour le client et prise en compte des usages. On devine et on voit que l'intelligence artificielle va profondément changer la manière de travailler en impactant des champs de compétences des salariés, des domaines d'activité, des entreprises avec également l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché, de la start-up innovante aux énergéticiens, tout le monde cherche de nouveaux repères. Les principales opportunités pour les entreprises de la filière sont à partir de leurs relations clients privilégiées et de leur agilité de se transformer en intégrant des systèmes électriques et énergétiques et ainsi devenir des véritables prestataires de services. Les virages sont à prendre pour les entreprises d'électricité et leurs collaborateurs. Aujourd'hui et plus encore demain, un bâtiment tertiaire, résidentiel, industriel et collectif, bien sûr, non doté d'une infrastructure numérique est un bâtiment qui devient obsolète et qui perd de la valeur. Pour les bâtiments neufs ou rénovés, un socle minimal de performance et prestations est désormais attendu. Et cela devient la norme avec les bâtiments qui non seulement tiennent leur engagement énergétique, mais sont également capables de communiquer de leur performance par la mise en place de systèmes d'information, d'aide à la décision, de la sensibilisation des usages, qui doivent être des bâtiments contributeurs actifs au système énergétique, dans lequel il s'insère pilotage, flexibilité, gestion locale de l'énergie, intégration des énergies intermittentes, des ENR intermittentes. C'est l'objet de cette web conférence pour que soient intégrés les enjeux de la prestation, la gestion technique des bâtiments, ainsi que des solutions pour y répondre. Je vais te laisser la parole, Xavier, tu vas être l'animateur et le chef d'orchestre de cette webconférence. À toi, Xavier. Voilà, merci Georges pour cette ouverture. Effectivement, les électriciens deviennent intégrateurs électriciens. Alors peut-être on peut commencer par avoir un avis du maître d'ouvrage, Fabien
aujourd'hui, on peut commencer par l'usage, parce que c'est de là que tout commence aussi. Je parle sous votre conférence à vous tous, Arnaud, Christian, Thierry, Lilian. C'est le maître d'ouvrage qui tire les besoins. Alors, quel est votre point de vue, vous, sur les nouveaux usages, effectivement, dans ce bâtiment, puisqu'on parle de centralisation, hein, là, des données, hein. Oui, tout à fait. Alors, je rejoins tout à fait les propos de Monsieur Charon, qui aujourd'hui, nous, en tant que maître d'ouvrage et particulièrement en exploitation maintenance, il est de plus en plus nécessaire d'avoir un état de nos équipements, d'avoir un état de nos bâtiments et des besoins, des opérations de maintenance. Et aujourd'hui, le maître d'ouvrage, nous, bailleurs sociaux, construisons, souhaitons mettre à disposition le maximum d'informations pour nos locataires dans un premier temps et aussi pour nous aider à cibler les travaux, les actions correctives sur notre patrimoine. Ouais. Est-ce que vous pouvez rappeler la Nantes Habitation, c'est combien de logements Oui, la Nantes Habitation, donc c'est à peu près 13 000 logements avec 80% en collectif situés sur principalement Nantes Métropole. Donc voilà. Oui, donc il y a un gros patrimoine aujourd'hui sur le territoire. Mais on va y revenir. Arnaud, en préparant cette conférence, on se disait également qu'il y a un besoin qui est émergent, plus qu'émergent en tout cas, qui est réel aujourd'hui des bailleurs et puis des maîtres d'ouvrage de manière globale sur l'équipement de leur bâtiment. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Fabien Prieur, on entend bien deux choses. C'est que les bailleurs sociaux qui gèrent un patrimoine immobilier, aujourd'hui, ont besoin de deux choses. C'est d'avoir des informations en temps réel sur des dysfonctionnements techniques. Ça, c'est un premier point. Je donne un exemple. C'est par exemple, s'il y a une inondation dans les caves ou s'il y a un orage qui arrive, c'est le cas un peu en ce moment, et qu'on a des skydomes en toit d'immeuble qui sont ouverts, je pense que c'est intéressant pour le bailleur d'avoir l'information en temps réel, voire un petit peu avant aussi, et de pouvoir rectifier le tir tout de suite. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième degré d'information, c'est d'avoir un peu des sortes de statistiques, des remontées d'informations, mais lissées sur le temps. Je donne un exemple pour savoir, par exemple, combien de fois dans l'année la porte d'entrée d'immeuble s'est ouverte. Peut-être qu'elle s'est ouverte, j'ai une bêtise, 18 000 fois. Et d'avoir cette information va aider les bailleurs à mieux dimensionner leur marché de maintenance, leur marché à bon de commande, leur marché de maintenance. Voilà. Donc, une info temps réel et une statistique sur une période un peu plus longue, de façon à dimensionner tout ça plus efficacement. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de déployer ces systèmes-là. Oui. Au niveau des maintenances, on en parlait peut-être Christian ou Thierry. Aujourd'hui, on voit que quand on préparait cette table ronde, vous nous disiez effectivement, on a des temps d'intervention qui sont un peu longs parce que nous, on n'a pas de vision sur ce qui se passe réellement dans le bâtiment. Donc, pour moi, nous, on fait de la maintenance sur les installations métriques ou contrôle d'accès. Et il est vrai que lorsqu'une panne arrive, il y a sûrement un délai entre personne qui s'aperçoit de la panne et en fait, c'est relayé. Et l'information qui nous revient pour aller faire la réparation. Et il est vrai que si on avait des moyens de gestion à distance de ces défauts, qui à la collecter, etc., ça permettrait de réduire les temps sûrement pour le bailleur, pour les clients, pour tout le monde. Oui, parce que Fabien, c'est une nouvelle demande là, des clients d'intervention. On a pris tous l'habitude aujourd'hui, on va sur Internet, oui. On fait 2 clics et derrière, on a une intervention. C'est ça un peu ce qui se passe dans les usages. Tout à fait. C'est l'un des objectifs. On a des locataires qui sont de plus en plus friands d'informations. Ils souhaitent savoir, ils nous communiquent un défaut sur un équipement, comme une chaudière par exemple. Ils souhaitent savoir si le dépannage a été
pris en charge par le prestataire de maintenance, s'il est planifié, si ça va être réalisé dans X heures ou X jours. Il souhaite retrouver le bon d'intervention et oui, en effet, nous, bailleurs, avons besoin de, de pouvoir diffuser le maximum d'informations aux locataires. C'est une attente forte. Et je rejoins Arnaud sur le fait qu'aussi il est très important pour nous sur le second volet de renouvellement d'équipements, d'avoir des statistiques sur le nombre de défauts, la fréquence de défauts, ce qui nous permet de cibler et au plus proche le renouvellement d'équipements ou les interventions correctives plus lourdes, quoi. Arnaud? Oui, non, parce que l'idée, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des remontées, mais juste financières sur combien coûte le poste de dépense des enfumages, CVC, etc. Et l'idée, c'est d'apporter des infos techniques, vraiment avec des indicateurs précis pour vraiment bien dimensionner ces marchés de maintenance. Et je vois quelque chose aussi, une évolution, moi, chez les bailleurs de mon secteur, c'est que, on a discuté avec Fabien aussi l'autre jour, c'est que je pense que vous ne considérez plus vos locataires comme des locataires dorénavant, mais plus comme des clients. Et justement, vous leur devez une qualité de service, vous leur devez une réactivité, ce qu'évoquait Christian. Et justement, cette réactivité, l'idée demain, c'est de diminuer les remontées d'informations via les clients, mais d'anticiper ça et d'avoir des systèmes qui soient un peu proactifs et qui soient capables de détecter un dysfonctionnement avant même que les locataires, les clients s'en soient rendus compte, quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est possible pour justement apporter une qualité de service et de gagner derrière dans les délais, quoi, d'intervention. Oui. Quand on regarde Thierry, alors je crois que vous travaillez pour des syndics, Thierry. Est-ce que le point de vue auprès des syndics est partagé? C'est le même avis? Tout à fait. Moi, je pense que les syndics de copropriété ont la même problématique, alors peut-être un petit peu différente des bailleurs sociaux, mais ils sont demandeurs de ce genre d'informations et ce genre de services. Effectivement, donc c'est avec beaucoup d'intérêt que je pense qu'ils suivent eux aussi cette évolution technique et je pense que dans un deuxième temps, ils seront largement intéressés. Oui, mais pourquoi dans un deuxième temps, Thierry? Parce que je pense que c'est je tire le fil aujourd'hui. Ouais, c'est pas dans un premier temps, c'est pas aujourd'hui. Il n'y a pas des demandes de tout de suite des syndics qui vous disent il nous faut de la remontée d'infos techniques, mais comme disait Arnaud, je finis, hein, juste Thierry. Comme disait Arnaud, nos propriétaires, nos locataires sont devenus disons là, les syndics, c'est plutôt les propriétaires, sont des clients aussi, et donc on doit leur fournir un niveau de service. Je pense qu'ils sont tout à fait intéressés par ce type de service. Après, je pense qu'il va falloir faire de la pédagogie et de l'information auprès de ces gens-là pour leur apporter, leur prouver que ils ont un réel service à apporter à leurs copropriétaires en impliquant effectivement des partenaires prestataires pour l'entretien et la maintenance. Oui, donc il n'y a pas encore une demande de la part là on parle des syndics. Hein, on est bien d'accord, on parle des syndics, oui. Ouais. Très forte. Ce qui est différent peut-être des bailleurs, Fabien, là vous avez une vision patrimoniale un peu différente. Hein. Oui, on a déjà un peu d'historique sur notre patrimoine. On essaye et on va continuer bien sûr à développer ce type de flux d'informations. Ce sont des flux d'informations qui peuvent remonter alors directement de l'entreprise, directement d'objets connectés, directement de solutions techniques. Nous, bailleurs sociaux, on a pour l'instant la chance de pouvoir expérimenter, parce qu'on est en phase d'expérimentation en ce qui concerne la nantaise d'habitation. On a cette chance pour le moment de pouvoir de pouvoir faire des essais et de pouvoir se diriger vers une solution, une ou plusieurs, mais on espère pouvoir trouver une solution qui pourra compiler différents types d'informations, alors soit techniques, soit des alertes purement liées aux équipements. Voilà.
Oui. Si on regardait sur les usages, Lilian, je vois je vois Lilian piaffer d'impatience pour prendre la parole. Sur les usages qu'on a, notamment sur la vidéoprotection, il se pose aussi des questions de RGPD aussi. Est-ce qu'on peut en parler d'un scénario d'usage? Oui, alors, bonjour à tous et merci. Piaffer d'impatience, oui. Donc, la vidéoprotection, comme l'ensemble des capteurs qui ont été évoqués par les différents intervenants. Oui, depuis 3 ans maintenant chez Anitech, on développe effectivement les questions liées au RGPD et il y a un texte également qui est apparu 1 an après, qui est le Cyber Security Act européen. Nous contraint et nous oblige effectivement, nous, intégrateurs, déjà à discuter en préalable et de manière beaucoup plus avancée maintenant avec nos clients finaux, avec les donneurs d'ordre, par exemple demain, pourquoi pas la Nantaise, pour s'assurer effectivement de la bonne utilisation, finalement, là, pour le cas de la vidéoprotection, en termes d'usage et de finalité. Donc, effectivement, des textes, des briques réglementaires qui viennent se rajouter, effectivement, sur les solutions et qui nous obligent maintenant, nous, intégrateurs, à essayer d'envisager et d'anticiper, alors, soit technologiquement, parce que la caméra de vidéoprotection qu'on en aura choisie et conseillée potentiellement aux clients est déjà intelligente. Elle permet effectivement d'adapter les environnements, d'adapter les masques pour cacher les tiers face à face ou autres. Mais on a une véritable analyse à mener en amont et en aval maintenant avec nos clients finaux pour s'assurer d'un maximum de protection. Alors, avec 2 couches. La première, c'est sur la cybersécurité pour éviter la prise de contrôle finalement des appareils, que ce soit la vidéoprotection ou des autres capteurs. Et la deuxième, effectivement, pour le client, pour lui assurer une qualification et un contrôle qualité en finalité de son information. Et pour le client locataire ou propriétaire aussi, de pouvoir disposer d'une information neutre, sourcée, qualifiée, et surtout qui sera valorisée potentiellement en bout de chaîne pour offrir la capacité de nouveaux services. Conciergerie 2.0, solutions pour le parking, pourquoi pas demain déchetterie intelligente. Ça ouvre des perspectives extrêmement nouvelles, intéressantes pour l'ensemble des acteurs de la filière. Oui. Quand on regarde ces caméras, finalement, on parle de système ouvert, là, vous en parlez, Lilian. Arnaud, pour rebondir là-dessus, c'est ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes différents. Il faut qu'ils soient un peu interopérables aussi pour pouvoir centraliser toutes ces informations. Ça, c'est peut-être une difficulté pour l'intégrateur électricien. C'est pas forcément une difficulté, c'est un peu sa mission. L'intégrateur, pour moi, pour l'Anitech, on va dire, c'est une entreprise qui est capable de faire fonctionner plusieurs systèmes entre eux, de les faire communiquer entre eux. Et surtout, l'intégrateur a pour devoir, je dirais, par rapport aux clients finaux, de ne pas l'enfermer dans des systèmes fermés, justement. Donc, l'idée, c'est de travailler avec des infrastructures, pour nous, qui soient ouvertes, interopérables, et sur cette infrastructure, il va circuler des données. Ça peut être en effet des images de caméras de vidéosurveillance, ça peut être des flux par rapport à la télévision terrestre ou satellite, ça peut être de l'interphonie IP, ça peut être de la gestion technique de bâtiments, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, l'idée, c'est que tout circule sur cette infrastructure, mais en effet, tout ça génère de la donnée sensible. Je vois qu'il y a une question là-dessus aussi. Ces données, il faut être bien conscient qu'elles appartiennent au client final et que nous, intégrateurs, notre rôle, c'est de sécuriser ces données-là et donc de rentrer dans ce process RGPD, cybersécurité que Lilian vient d'évoquer. Voilà. Oui. Est-ce que Fabien, les locataires se posent des questions sur les données qui pourraient être faites sur notamment la vidéo? On a tous dans nos résidences des vidéos qui prennent des images et on ne sait pas trop ce qu'il en est fait. Oui. Alors aujourd'hui, la vidéosurveillance chez nous, bailleurs sociaux, on en est au commencement. On a quelques résidences qui sont équipées, donc on a peu de questions liées de la part de nos locataires liées à cette question. Donc, pour l'instant, on fait les affichages réglementaires où évidemment sont indiqués le fait que certains halls ou parkings sont filmés, mais aujourd'hui on a peu de questions.
Oui, est-ce qu'il y avait une question là peut-être pour Lydian qui est dire est-ce qu'aujourd'hui il y a des obligations réglementaires qui visent l'électricien sur l'usage des données? Alors, compliqué de répondre à cette question, mais on va prendre pour les traitements de masse. Donc, pour rester dans le sujet, pour ce qui concerne la vidéoprotection et le contrôle d'accès. Donc, on peut envisager effectivement des serveurs connectés avec des vidéoportiers ou autres. Donc, si on rentre dans ces deux catégories qui sont considérées au niveau des données comme des traitements de masse, oui, demain, l'intégrateur électricien sera potentiellement concerné, comme l'a précisé Arnaud, par le besoin d'une discussion avec son client final et s'assurer des mesures techniques et potentiellement organisationnelles et procédurales à mettre en œuvre pour assurer que la donnée soit sécurisée et la protection de la donnée, surtout des clients, ne puisse pas être mise en cause. Enfin, toute entreprise aujourd'hui en France, et notamment les intégrateurs qui installent ces systèmes-là, est tenue d'être en conformité avec le RGPD, ça depuis 2018. Et le fait d'installer ces systèmes-là, on est tenu de, on va dire, cloisonner ces données, de les sécuriser pour le compte du client final. Oui. Donc, oui, on est engagé. Oui, Georges Charon, toi qui as une vision un peu de tous les électriciens carrément même de tous les électriciens sur le territoire, puisqu'on est là, on est en direct de Nantes. Est-ce qu'aujourd'hui, comment aujourd'hui se comportent les électriciens face à ces nouveaux marchés? Est-ce que tout le monde va sur ces nouveaux marchés ou se pose encore des questions? C'est-à-dire que déjà, nous, on travaille déjà par rapport à des cahiers des charges. Et je pense qu'il y a une grosse communication et d'information à faire auprès des bureaux d'études pour mettre en œuvre sur les nouveaux marchés. Et pour les syndics et bailleurs sociaux, bien sûr, comme on vient d'en parler, il y a une communication à faire sur les nouvelles technologies pour qu'ils soient au courant, parce qu'il y a beaucoup de syndics qui ne sont pas au courant de toute cette nouvelle technologie. Et nous, on a un travail à faire indirectement de démarche commerciale pour dire qu'il y a ces produits aujourd'hui qui existent et qui éviteraient quelque part des pannes qui perdurent dans le temps et qui font des désagréments pour les locataires et indirectement pour le maître d'ouvrage. Oui, parce que c'est ça qu'on vise aussi, hein, c'est de dire en intervenant de manière en préventif, on évite l'intervention dans l'urgence qui va ennuyer tout le monde et les coûts induits. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que nous, on a une grosse démarche à faire au bureau d'études et il y a tous nos clients aussi, hein, pour prévenir des désagréments ou faire des maintenances préventives et curatives éventuellement. Hein. Oui, Arnaud? Oui, en fait, pour nous, et pour rebondir sur ce que dit Georges, c'est que le futur métier de l'intégrateur, le coup d'après, on va dire, c'est une entité qui va être capable justement de gérer tout ça, de gérer tous ces flux, de gérer toutes ces nouvelles demandes, de gérer tous ces services que l'on va proposer aux différents bâtiments. Et pour nous, ce rôle, c'est le rôle de l'opérateur local. Donc, il y a cette notion de proximité qui est très importante. L'opérateur local de services numériques. Et en fait, c'est on va dire, cette entité un peu chapeau qui va être capable de gérer tout ça, de gérer les demandes, d'administrer. On parlait de l'infrastructure tout à l'heure, on parlait de caméras. Mais cette infrastructure numérique, l'idée, c'est que demain, elle puisse accueillir n'importe quel service qui seront créés dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années. Des services ou des applications qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui qui seront créés dans les prochaines années. D'où l'idée d'avoir cette infra ouverte. Donc voilà, l'opérateur local de services numériques, pour nous, c'est l'administrateur, on va dire, un réseau des bâtiments d'habitation ou des bâtiments tertiaires de demain. Et pour aider justement les intégrateurs, l'ANITEC a travaillé sur un guide, sur un livre blanc, sur le RGPD pour les intégrateurs. Donc, qu'est-ce que doit faire l'intégrateur par rapport à toutes ces données-là? Donc, on a sorti un livre blanc qui est accessible sur notre site internet. Et sur l'opérateur local de services numériques, on est en train d'élaborer un guide qui, justement, sera distribué à tous les électriciens qui veulent évoluer ou tous les intégrateurs, mais aussi aux bureaux d'études, aux architectes, aux clients finaux, pour les sensibiliser on va dire, à l'évolution de tous ces systèmes-là et à la nouvelle façon demain de gérer leur patrimoine immobilier. Oui, c'est une nouvelle culture dont tout le monde doit s'emparer. Et donc, c'est toute la chaîne qui doit
prendre en main cette culture. Christian, vous avez aussi une autre compétence, et on parlait d'IRVE. Vous intervenez aussi sur les bornes de recharge électrique. Alors, ça, c'est aussi un autre équipement qu'on branche sur le bâtiment. Tout à fait, avec des informations qui sont données au client final sur l'état de la borne, sur un tas de choses. Ça, c'est déjà des choses qui sont en place. Alors, quand vous dites le client final, c'est le bailleur, c'est le syndic? l'IRVE, quand c'est sur les bornes publiques, voilà, donc, sur un client national, voilà, qui gère ses bornes à distance. Ouais. Et quel type d'informations vous remontez alors donc sur les bornes IRVE? Bon, il y a tout type d'informations. Après, la consommation, si elle est en panne, bien sûr, ça va de soi, c'est la première chose. Si elle est en panne, si elle est en charge, si elle est disponible, si la consommation de la borne. Oui. Après, en fait, sur un logement collectif, pas trop. J'ai pas compris, excusez-moi. Tout ce qui pourrait être donné comme information sur un bâtiment collectif. Ouais. Donc on voit aussi ces bornes IRVE. Est-ce qu'aujourd'hui, Fabien, vous installez des bornes IRVE dans les logements, dans vos résidences? C'est un sujet qui est pris en charge par la Nantaise d'habitation et qui va être développé très prochainement. Ouais, tout à fait, parce que les demandes se multiplient. Aujourd'hui, on a pas, voire peu de demandes. Donc oui, c'est un sujet grandissant, ouais, tout à fait. Peut-être que le centre de Nantes va devenir ZFE. On en parlait, zone à faible émission, non? Je ne sais pas si quelqu'un a une info là-dessus, Georges. Non, mais je pense qu'on a une culture maintenant de plus en plus que moins de pollution, décarbonisation maximum. Donc, effectivement, comme dit Fabien, les voitures électriques se développent de plus en plus, et notamment dans le collectif, il y aura sûrement une demande de plus en plus de bornes de recharge dans les parkings. Hein. Donc là, après, il y a la mise en place de ces bornes. Comment faire fonctionner tout ça par rapport au nombre de locataires? Là, ça va être un gros sujet. Alors, est-ce que ça serait, parce que s'il y a 10 voitures électriques dans un parking, il n'y a que 2 bornes de recharge, qui est la priorité? Donc, il y a l'intelligence artificielle qui va rentrer en jeu, parce que la voiture qui va arriver électriquement avec une charge potentielle encore restant de 75%, une autre qui va rentrer avec une charge de 15%, on va peut-être mettre la priorité sur celle de 15% pour la charger. Bon, après, il y a tout un phénomène d'organisation interne. Alors là, Fabien, un gros travail là-dessus, parce que je laisse la parole là-dessus parce que c'est très délicat. Oui, c'est un peu le stade où nous en sommes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs solutions vont s'offrir aux bailleurs. Donc, soit de la gestion purement interne, il y a de la gestion qui seront liées au bâtiment, il peut y avoir une gestion un peu plus décentralisée qui peut s'offrir aux bailleurs type concession ou autre. Donc, plusieurs solutions vont s'offrir aux bailleurs. À la Nantaise Habitation, on étudie les différentes options qui vont s'offrir à nous. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si autour de la table, il y a des convaincus sur une solution plus pérenne que d'autres. Mais en termes de gestion, oui, bailleurs se posent beaucoup de questions. Pas évident. Ouais. Oui, donc, pour moi, la gestion, justement, demain, ça sera le rôle de l'opérateur local, le service numérique, que d'administrer tout ça, de superviser et d'opérer derrière les droits, les ventilations de flux, etc. Enfin, à mon avis, ça devra être intégré dans le giron de l'opérateur local. Oui, parce que avec la difficulté, pour le bailleur social, il y a aussi la consommation, liée à la facturation, liée à la consommation. Comment mettre un système équitable et qui sera le plus adapté à nos clients ou locataires. Voilà. Ouais, ça, c'est des éléments de mesure. On a les badges de contrôle d'accès qui peuvent tout à fait servir à activer une borne, et on peut coupler ça avec des caméras qui font de la lecture de plaques avec une liste de voitures autorisées ou pas. Ouais. Tout ça, c'est des solutions qui existent et qui sont on est capable de déployer aujourd'hui.
Oui, parce que finalement, ce que dit Arnaud, c'est que il y a une personne qui est technique, qui doit maîtriser la technique et l'intégration, mais on peut pas demander au maître d'ouvrage de maîtriser tous ces éléments techniques non plus. Et donc c'est pour ça qu'il doit être accompagné par un opérateur tiers. Alors peut-être vous, Fabien, vous êtes un passionné par ces sujets, mais est-ce qu'on peut imaginer que au sein des bailleurs, tout le monde pourra maîtriser toutes les techniques? Non, ça sera pas possible. Ah, aujourd'hui, le maître d'ouvrage est à la dans tes habitations. Nous faisons appel à des assistants à maîtrise d'ouvrage ou des maîtrises d'œuvre régulièrement pour pouvoir nous appuyer et produire des diagnostics, produire des diagnostics et des solutions les plus adaptées, tant en termes de coûts, tant en termes d'opérations techniques par rapport à nos contraintes spécifiques. Oui, parce que le numérique amène là-dedans des nouvelles compétences à avoir et donc à un moment, on n'arrive pas à tout faire, hein. En tout cas, il faut se centrer sur son cœur de métier. Thierry, vous, sur les IRVE, sur les syndics, vous avez des demandes aussi, les syndics, là, on regardait les bailleurs, mais est-ce que les syndics ont demande des branchements IRVE? Alors ça commence effectivement à arriver. On a quelques demandes. Pour l'instant, ça reste marginal, on va dire, en nombre d'équipements de toute façon dans les copropriétés. Je dirais que ça serait plus dans le domaine du tertiaire où il y aurait une demande un petit peu plus importante. Ah oui. Où les entreprises se posent là, effectivement beaucoup de questions, enfin les mêmes questions d'ailleurs en termes de facturation, de remontée d'informations pour les facturations, etc. Donc c'est encore un sujet, on va dire, assez vaste et pas complètement maîtrisé pour le moment. Ouais. Oui, on peut dire que finalement aujourd'hui, là, on est un peu hors sujet hein, si on parle du tertiaire, mais juste pour l'aborder en une seconde, c'est qu'on peut dire que finalement l'ensemble des bâtiments, est-ce qu'on peut dire ça, hein, Arnaud, je parle à tout le monde, l'ensemble des bâtiments ont aujourd'hui un peu les mêmes besoins, c'est-à-dire ils sont de plus en plus numérisés, on a besoin de centraliser les informations et pour mieux gérer les équipements. Oui, les mêmes besoins en termes d'infrastructure, je dirais, et de numérisation, comme tu l'évoques, Xavier. Mais derrière, en effet, ce n'est pas les mêmes usages. Ouais. Et je pense que chaque client, même si on raisonne que pour les bailleurs sociaux, chaque bailleur aura ses demandes spécifiques, ses spécificités, ses points de vigilance. Et en fait, l'idée de l'infrastructure numérique ouverte, c'est justement de pouvoir calibrer les informations que l'on va faire remonter au client final. De quoi a-t-il besoin? On reparle de l'introduction, hein, c'est les usages. Moi, j'ai un problème avec, je reviens sur les portes d'entrée d'immeuble. OK, et on va pouvoir spécifiquement regarder ça. Voilà. En fait, l'idée, c'est de faire du sur-mesure et pas de noyer le client dans une masse d'informations, de données. Finalement, ça va être inutile parce qu'il ne va pas du tout les exploiter efficacement. Voilà. Donc, il faut bien calibrer et on revient sur la notion de l'opérateur local pour proche de ses clients et voilà, et pour une notion de service sur mesure. Ouais. J'ai une petite surprise pour vous tous, un petit sondage, un petit quiz. Allez, ça va nous, on va voir, ça va nous mettre en mouvement. Et je parle pour le public aussi. Je vous avais pas prévenu, hein, vous le saviez pas. Je vais vous laisser voter. Donc, il y a 3 questions que je vais vous poser, et comme ça, après, on pourra continuer, puis on pourra y répondre. Qui sont, vous les voyez, la fin effective du RTC. Là, on va parler numérique. Réseau, vous connaissez tous ce RTC, utilisé notamment pour les ascenseurs et programmé pour 2023, 2026, 2029, 2032. Vous pouvez voter, hein, vous pouvez cliquer. Dans les logements collectifs, la part de marché du GSM 3G pour le contrôle d'accès est d'environ 10, 20, 30, 40%. Et la troisième chose, c'est un système de gestion technique du bâtiment, GTB, peut être financé par des C2E, vous savez, les certificats d'économie d'énergie. Allez, on vous laisse voter. Je vous laisse 10 secondes. Vous pouvez voter aussi, cher conférencier. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vois que vous êtes nombreux à voter. Allez, je vous laisse encore 3 secondes. Et
0. Voilà, je mets foi en vote et je vous partage les résultats tous. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent les réponses? La fin du RTC, alors utilisé notamment pour les ascenseurs. Qu'est-ce qui veut répondre? Moi, il me semble que c'est 2023, mais bon. Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. C'est bien 2023. Voilà. Alors, ensuite, deuxième question. Dans les logements collectifs, la part de marché du GSM 3G, 4G pour le contrôle d'accès, alors c'est combien? Je vais vous donner la réponse. C'est 30%. Vous voyez, on a encore quand même pas mal de GSM et 4G dans les logements collectifs. Et un système, bon, le dernier, là, tout le monde a pratiquement juste, un système de gestion technique du bâtiment peut-être financé par les C2E, 67%, oui, c'est vrai. Hein. Donc, effectivement, là, j'en arrive au financement, on voit qu'il y a des problèmes, il y a des questions qui se posent, en tout cas pas des problèmes, des questions qui se posent sur les financements. Fabien, est-ce que vous servez de ces dispositifs de C2E pour financer les GTB dans les immeubles? Alors, le levier C2E est connu depuis de nombreuses années au sein des bailleurs sociaux. Hein. Ça, on valorise tous les C2E possibles via convention. Alors, en ce qui concerne les GTB, alors c'est pas un levier le plus commun. Voilà. Ouais. Parce que se posent aussi des questions de coût des technologies. Et puis, est-ce que c'est de l'investissement? Est-ce que c'est qui prend en charge? Est-ce que c'est le propriétaire? C'est le locataire? Arnaud, est-ce que aujourd'hui, je rejoins un peu à ce que disait Arnaud tout à l'heure. Il faut aussi bien préciser quel est le besoin. Aujourd'hui, sur la donnée, les flux de données, ils peuvent être multiples et de différentes formes. Et aujourd'hui, c'est vrai que je rejoins totalement la remarque tout à l'heure. C'est la plus grosse difficulté, c'est de définir vraiment le besoin, parce que trop d'informations peut aussi desservir le bailleur. Et l'idée, c'est d'y aller par étapes, de toute façon. Hein, c'est de dire, OK, on commence par ce besoin-là, on met une solution en face, une solution technique, et petit à petit, on va faire évoluer. On repart de l'infrastructure, finalement, qui va être capable d'accueillir plein de services. Et peut-être qu'on a besoin d'un contrôle spécifique pendant 1 an ou 2 sur quelque chose, mais dans 2 ans, on n'en aura plus besoin. Donc, l'idée, c'est de changer, de faire évoluer et d'opérer tout ça. Donc, voilà. Je reviens sur la question qui est posée par rapport à la pertinence de la GTB pour les immeubles résidentiels. Pour moi, il y a un vrai intérêt, clairement, parce que on a souvent dans des résidences, Fabien le confirmera sans doute, mais d'énormes consommations d'électricité à cause de déperdition d'énergie aussi, parce que les portes restent ouvertes, parce que voilà, il y a des... Donc, l'idée, il faut être conscient qu'aujourd'hui, on a des systèmes de GTB qui sont tout à fait accessibles grâce aux objets connectés. Donc, on a des tout petits capteurs en IoT qui fonctionnent sur des batteries, qu'on peut déployer très facilement, très rapidement. Derrière, on récupère la donnée avec des systèmes, des protocoles comme le protocole, par exemple, LoRa, qui est un système qui fonctionne très, très bien. Et derrière, on peut, avec une gateway, envoyer la donnée sur le cloud, et cette donnée, elle est récupérée, comme on l'a dit tout à l'heure, soit en instantané, soit sous forme de statistiques par l'utilisateur final. Donc, il y a des systèmes qui sont très light aujourd'hui, pas très onéreux, et ça peut être déployé sous forme d'achat direct, dans un cadre d'un appel d'offres, soit un marché sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, tout est possible, quoi. Ouais. Comme un système classique, quoi, en fait. Oui, il y a la question qui se pose là, Arnaud. Je pose la question à Lilian. On parlait du guide de l'opérateur local de services numériques. Il y a une question à la fois de connaissance de toutes ces technologies, mais de formation des opérateurs. Oui. La formation, ça va être le nerf de la guerre de demain. Nous avons la chance, nous, à Nutec, de disposer déjà d'un nombre d'adhérents qui sont en capacité, effectivement, de monter cette marche et de pouvoir répondre aux nouvelles missions et finalement à tous ces nouveaux scénarios d'usage et de finalité qui seront demandés par les clients finaux.
nous commençons effectivement à travailler, à mettre en œuvre des partenariats avec des organismes de formation, le CNPP par exemple, qui est en Normandie, qui va plus nous accompagner et accompagner les adhérents sur toutes les formations liées à bien protéger, bien sécuriser l'ensemble des données sur toutes les informations. C'est là où je rejoins effectivement ce qui était dit par Fabien et Arnaud sur l'exemple du parking, avec un contrôle d'accès intelligent, avec une caméra intelligente qui va faire de la lecture automatique des plaques d'immatriculation ou prendre la reconnaissance faciale. Ça va générer en segmentation, par silo, par phase d'analyse entre le propriétaire et l'intégrateur pour bien, on va dire, calibrer le scénario, pour bien trouver les réponses adaptées sur la sécurisation, etc. Donc, il faut de la connaissance dans l'administration réseau, il faut de la connaissance effectivement sur les infrastructures réseau, il faut de la connaissance en cybersécurité et protection des données. Alors après, voilà, il faut un petit peu aussi enlever le vernis de la marquise à propos de la cybersécurité et autres. Il faut arrêter d'envisager qu'effectivement, c'est des discussions de salon pour Bac+10. Il y a déjà nombre d'opérateurs, nombre d'intégrateurs électriciens qui, sans le savoir, font déjà de la protection de la donnée, font de la cybersécurité, certes basique, mais ils le font déjà. C'est pas quelque chose de difficile à aborder, il faut juste commencer à en discuter, à échanger. C'est pour ça qu'au sein de la NITEC, on crée maintenant avec la FFIE, avec d'autres acteurs, pourquoi pas des donneurs d'ordre ou autres, de plus en plus de groupes de travaux. On va en lancer d'ailleurs au deuxième semestre 2020, qui porteront sur les aspects de la formation, sur les aspects de la sensibilisation, sur les aspects de la mise en œuvre de la cybersécurité et de la protection de la donnée, pour justement, on va dire, un petit peu décoincer tout ça et rendre le sujet enfin digérable pour la plupart des adhérents. Est-ce qu'on peut estimer combien de jours de formation il faut pour aller sur ces sujets? Alors, ça va dépendre, vous allez me dire, ça va dépendre du niveau de la personne, mais est-ce que déjà il y a des programmes de formation qui existent avec ces 2, 3, 10 jours? Je ne sais pas. Je pose la question aussi à Thierry et à Christian. Est-ce que vous avez déjà, vous êtes emparé du sujet vous avez suivi des formations, j'imagine, sur les RVE? Sur les RVE, oui, effectivement, oui. C'est combien de jours de formation, par exemple, pour l'IRVE? La première formation, c'est une journée et le deuxième niveau, c'est 3 jours. Enfin, plus 2 jours. Ça fait 3 jours au total. Oui. Mais est-ce qu'avec ces 3 jours-là, vous savez gérer les données aussi? Alors, sur les RVE, non, on n'a pas cette gestion de données. Il faut faire l'échelon supérieur, je pense, pour gérer après les données. Oui, parce que finalement, Georges, il y a une rupture dans l'usage aussi. C'est là aussi la manière dont il faut s'emparer de ces sujets pour l'électricien d'aller sur un nouveau métier qui est ce métier du numérique. Tout à fait. C'est effectivement un nouveau métier. Donc, il y a des formations à faire par rapport à nos fournisseurs et fabricants. Hein. Et je pense peut-être que Emmanuel peut nous en parler tout à l'heure s'il y a le sujet sur certains produits de chez Legrand, mais tous les produits nouveaux par nos distributeurs, on a une formation qui est faite. Hein. Ah oui, donc c'est les distributeurs de matériel électrique qui font la formation. Éventuellement, quand ils présentent un nouveau produit, le fabricant, il y a un commercial du fabricant qui vient nous en parler. Je pense que Christian ou Thierry sont plus aptes à en parler. À ce niveau-là, sur les nouvelles technologies, quand il y a un nouveau produit qui arrive, on a automatiquement une information et éventuellement une formation. Christian? Oui, tout à fait. À chaque nouveau produit, quelle que soit la marque, il y a toujours soit une information ou une formation à faire suivant le produit. Mais oui, à chaque fois, c'est prévu par le fabricant. Ouais. Quand on regardait les coûts, pour revenir sur les coûts des technologies, Fabien, qui est-ce qui paye est-ce que c'est considéré comme un investissement ou est-ce que c'est le locataire qui va prendre en charge ces nouvelles solutions? Aujourd'hui, sur les différents essais qui ont été portés par la Nantaise Habitation, toutes les technologies qui ont été mises en œuvre, on parle d'objets connectés, de capteurs connectés, par exemple sur les Skydome, ou de thermomètres connectés, ou de pressostats sur les caissons VMC, par exemple. Tout ça, ce sont des investissements portés exclusivement par la Nantaise Habitation pour le moment. Ouais. On pourrait envisager évidemment qu'il y ait une part récupérable auprès de nos locataires, dans la mesure où ça participe à la qualité et au service rendu aux locataires, parce que ça améliore au final le logement et la qualité du logement.
Est-ce qu'il y a des locataires qui ont déjà commencé à mettre des équipements chez eux? Parce qu'il y en a certains qui ont la main. Par exemple, je pense quand il y a du chauffage électrique, on peut mettre un peu de pilotage sur son chauffage électrique. Oui, oui, on a fait un essai sur des thermostats connectés. En effet, ils ont la main complète sur le thermostat connecté. Nous, en tant que bailleur, nous n'avons aucune remontée d'informations. Là, on parle RGPD, hein. Donc là, en effet, le locataire use et abuse de son thermostat connecté dans son logement. Oui, mais est-ce que c'est le locataire là qui l'installe de son propre chef ou c'est Non, vous c'est qui nous qui l'avions, nous qui l'avions installé. Ouais. Aujourd'hui, à savoir s'il y a des thermostats connectés qui sont installés par nos locataires, je suis incapable de vous le dire. Ouais. Lilian, là, sur ces données aussi, parce qu'on voit que sur les données, ça va dans tous les sens là maintenant. Alors du coup, c'est-à-dire qu'il y a le locataire qui va installer des systèmes avec des données qui vont remonter d'ailleurs sur la résidence à une tierce personne. On ne sait pas trop l'usage qui va en être fait. Et puis le bailleur va pas être au courant de ces remontées d'informations. C'est compliqué quand même en termes de gestion des données. Ça, c'est la partie la plus complexe. On saura et on sera en mesure effectivement d'accompagner le bailleur social à travers, comme l'a expliqué Arnaud, nos futures missions d'opérateur service de local numérique, sous réserve qu'effectivement on puisse à travers les API, les interfaces de programmation, les remontées qu'il y aura sur les building operating systems de demain, on pourra avoir effectivement des échanges, on pourra contrôler, on pourra donc faire de l'applicatif RGPD un peu plus technique et autres, segmenter, compartimenter l'information, etc. Là où effectivement ça devient plus complexe, c'est comment gérer finalement l'objet connecté de marque blanche acheté dans des centrales d'achat et géré, pardonnez-moi le terme, par monsieur et madame Michu. Ça, c'est une mission quasi impossible. Sauf si effectivement on s'en rend compte, c'est sous cette approche-là qu'on s'en rend compte, où finalement des seniors achètent et installent chez eux des systèmes domotiques dans certaines centrales d'achat. Ils rencontrent effectivement une problématique. Très, très vite, ils s'aperçoivent qu'ils ne savent pas le paramétrer, ils ne savent pas le programmer. En finalité, ils ne sont pas suffisamment sensibilisés par les vendeurs de ces outils pour pouvoir les utiliser. S'ensuit un désintérêt total de la solution domotique numérisée et connectée. Et on arrive potentiellement à le récupérer. Pourquoi? Parce qu'il va avoir peut-être le réflexe de s'adresser à son syndic, de s'adresser potentiellement, pourquoi pas au bailleur. Et là, si on peut avoir cette remontée d'informations-là, là, on est en mesure effectivement de potentiellement les accompagner, s'assurer de venir les voir, les sensibiliser, les acculturer, leur expliquer qu'effectivement les systèmes installés ne sont pas protégés et les aider pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais c'est un gros défi, ça c'est évident. Oui, il y avait une question de M. Robichon auquel Arnaud, tu as répondu, mais on peut en répondre pour tout le public. C'est quelle articulation entre l'opérateur local et l'entreprise de maintenance des installations de chauffage qui gère la GTC des installations de chauffage? Arnaud? Oui, non, pardon, je pensais que tu allais dire là. Non, je ne vais pas dire là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse à cette question? Bah, pour moi, l'opérateur local supervise l'ensemble des systèmes. Et après, l'idée, c'est de créer peut-être des informations automatiques, des mails automatiques ou des appels où l'opérateur appellera peut-être les entreprises de maintenance titulaires du marché de maintenance de CVC, de l'antenne de télévision collective, etc. L'idée, c'est d'avoir une espèce d'application un peu chapeau qui va un peu prendre le pouls en permanence de l'ensemble des systèmes du bâtiment et de gagner du temps derrière dans la activité et de donner l'information à l'entreprise qu'il faut au bon moment. Les plateformes techniques de gestion de tous ces emails et ces infos, elles existent déjà, hein, j'imagine. Oui, tout à fait. Non, il y a des outils, bien sûr, qui existent. On va rien inventer. Hein. C'est juste qu'on va l'adapter aux bâtiments résidentiels et aux bâtiments tertiaires. Oui, c'est en fonction de ce que veut le maître d'ouvrage. C'est à quelle vitesse je veux informer la personne. Est-ce que je passe un ordre de service ou pas un ordre de service? Au-delà d'un certain montant, je ne passe pas l'info de la même manière. C'est ça qu'il faut paramétrer. C'est fin. Non, mais ça va se faire conjointement avec les bailleurs sociaux, avec les propriétaires d'immeubles tertiaires aussi, les syndics
Donc tout ça, ça va se faire conjointement et on va paramétrer en fonction de l'ordre des besoins, quoi. Et Ouais. du process derrière administratif réglementaire, en effet. Ouais. Est-ce que une deuxième question de Monsieur, Madame Gotz qui dit est-ce que l'intégration de trop de solutions technologiques et numériques n'engendre pas des charges d'exploitation et des contrats de maintenance par rapport aux gains énergétiques réellement gagnés? Effectivement, pose cette question-là, pour tout, c'est toujours la même question, hein, c'est l'investissement et le retour sur investissement. Hein. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut y aller par étapes et besoin par besoin. Ouais. Et de ne pas surcharger, de ne pas en mettre des tonnes dans une installation pour en effet des investissements qui ne seront pas rentabilisés, quoi. Ça, c'est clair. Ouais. Fabien, vous avez peut-être identifié, c'est peut-être le premier travail à faire. Hein, ce qu'on pourrait donner comme conseil à un maître d'ouvrage, c'est d'identifier les premiers systèmes sur lesquels il faut aller travailler pour avoir un retour sur investissement efficace. Oui, tout à fait. Et là, on a un historique sur quelques années, notamment sur une quarantaine de logements dont nous avons remplacé les thermostats. Donc, on est passé sur des thermostats connectés et on a été en co-maîtrise d'ouvrage. Donc, 2 bâtiments identiques, un géré par la Nantaise Habitation, un autre par un autre bailleur. Alors, évidemment, il y avait la variable exposition qui rentrait légèrement en jeu, mais un bâtiment avec un bâtiment complet équipé de logements connectés, l'autre non. Et aujourd'hui, on a pu identifier un gain compris entre 15 et un peu plus de 15%. Ah oui, donc c'est pas. Et puis en plus, pour des investissements qui sont relativement faibles sur les Pour un thermostats connectés. investissement relativement faible, oui, on parle d'un thermostat connecté qui est prix public inférieur à 200 €, je crois, entre 150 et 200 €. Donc, Est-ce qu'il y a vous avez beaucoup d'exemples comme ça, est-ce qu'il y a des guides que vous mettez en place de retour d'expérience qui permettent sur lesquels on pourrait donner un conseil au maître d'ouvrage? Non, aujourd'hui, on est vraiment, comme je disais précédemment, on est en phase d'expérimentation. En fait, par exemple, sur les thermostats connectés, il nous fallait avoir un historique sur quelques années. Et nous, on a la chance d'avoir les consommations globales des bâtiments, une bonne entente entre bailleurs. Donc, on a pu comparer et confronter nos consommations, nos volumes d'eau chaude consommés, nos consommations de chauffage consommées et à usage quasiment identique parce que ce sont des bâtiments utilisés de la même manière. Donc, c'était vraiment un cas pratique. Mais Ouais. Oui, il n'y a après, pas encore. Il n'y a pas encore de guide qui existe non, il n'y a avec, pas de guide. avec, Il n'y a pas avec de tout. guide. On partage évidemment entre bailleurs sociaux nos expériences, mais il n'y a pas de guide. Non. Oui, parce que vous êtes fédéré avec un organisme qui s'appelle c'est l'USH, c'est ça? L'USH, ouais, tout à fait. Et après, on a aussi entre gestionnaires techniques, sur la place de Nantes, on s'entend relativement bien. Donc, on échange beaucoup sur des problématiques telles que les économies d'énergie, les objets connectés et autres. Donc, Oui. Arnaud, quand on regarde les deux typologies, là on parle de logement collectif, finalement il y a d'un côté les bailleurs sur le logement collectif et de l'autre côté les syndics. Est-ce que tu sens une grosse différence sur la manière dont ils appréhendent ce marché? Parce que finalement, ils n'ont pas du tout la même approche de gestion patrimoniale. Hein. D'un côté, les bailleurs sont propriétaires hein, du bâti, hein, si je ne me trompe pas, Fabien, et alors que les syndics ne sont pas propriétaires. Je dirais que pour l'instant, le bailleur social va avoir plus besoin d'outils de gestion technique de bâtiments pour vraiment, en effet, faire des économies d'énergie, etc. Les syndics, la demande, moi, ce que je ressens, c'est plus, en effet, en termes de sécurité pour l'instant, Oui. avant de parler de gestion technique de bâtiments. Et donc, on équipe de plus en plus de parkings. Souvent, c'est les parkings et les abords extérieurs de résidence pour le compte de syndic de copro. Ouais. Ouais. Vous, Christian, qui intervenez beaucoup sur les interphonies, hein, c'est ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmez ce point de vue-là d'Arnaud, c'est-à-dire que sur la partie sécuritaire, les syndics sont beaucoup plus demandeurs? Ah, tout à fait. Ça, c'est côté sécuritaire. Pour les contrôles d'accès, justement, éviter, dans notre éviter
les intrusions de personnes étrangères, etc. Bien sûr. Oui, alors, mais qu'est-ce qu'il demande? C'est quoi les est-ce qu'il Pour y a des l'accès, alertes qui remontent aussi on commence à poser un peu régulièrement? de vidéo maintenant, ouais. Un peu de vidéo pour surveiller les accès qui sont un peu difficiles. Ouais. Mais cette vidéo, alors du coup, là, je tire le fil, mais quand l'enregistrement est fait, et donc qui est-ce qui a accès à cet enregistrement? Uniquement le client. Oui, c'est le bailleur. syndic. Voilà. Le bailleur, je parlais plus de bailleur. Là, le bailleur, hein. Sinon, ça peut être le syndic de copropriété, mais il peut y avoir des règles établies et souvent, c'est accès aux images que sur réquisition de la police ou de la gendarmerie. Ouais. Donc ça, c'est des règles à établir. Il y a tout un tas d'informations là-dessus. Oui, c'est pas une caméra avec une télévision qui tourne en continu dans le bureau du syndic. Lilian, là, tout ça, c'est réglementé. Oui, tout à fait. Arnaud a commencé à le rappeler. On est déjà là, effectivement, dans les règles RGPD, anciennement connues pour ceux qui travaillent dans la vidéoprotection, comme les directives CNIL spécifiques à la vidéoprotection. Donc, effectivement, il faut avoir une portée spécifique sur qui, finalement, regarde, contrôle les images. La meilleure des réponses a été apportée par Arnaud sur la problématique de la réquisition judiciaire. En finalité, seul OPJ et chargé d'enquête ont le droit. Et effectivement, le propriétaire ou le bailleur n'est pas forcément un nombre inconsidéré de personnes. Il faut que la personne soit nommément désignée, qu'elle puisse disposer effectivement de manière affichée par la porte d'entrée son numéro de téléphone où elle peut être jointe, qu'elle puisse, sur demande d'un des résidents ou de toute autre personne passant sur la résidence, pouvoir disposer de l'accès à la vidéo, etc., etc. Et surtout, sans oublier quand même un élément important, que l'on rencontre, nous, intégrateurs de l'ANITEC, de plus en plus parmi les adhérents. C'est un des premiers contrôles où, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des manquements dans les systèmes installés. C'est l'aspect destructif, c'est-à-dire que passé 30 jours, l'ensemble des images, sauf réquisition judiciaire, mais passé 30 jours, l'ensemble de ces informations-là doivent être systématiquement détruites. Oui. Ah oui, donc ça, c'est quelque chose à mettre en œuvre. Arnaud, oui, il y avait un commentaire? Oui, en fait, je pense qu'on arrive un peu à la fin, mais je me dis, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué, mais pour déployer tout ça, pour faire tout ce qu'on vient de dire là, à la fois pour la partie technique, la partie sécurité, etc., ce qu'il faut et ce qui est prépondérant, c'est que chaque bâtiment soit raccordé d'une manière ou d'une autre à Internet. Donc, il faut, dans cette vision globale, cette offre globale, on va dire, et cet apport de services au sens large, il faut absolument que chaque immeuble puisse être piloté, supervisé à distance. Sinon, on ne pourra rien faire. Et donc, nous, on prône justement la présence d'un Internet technique pour la copropriété, pour le bailleur social, pour l'immeuble tertiaire, peu importe, mais il faut qu'il y ait un accès Internet, fibre, ADSL, VDSL, 4G, peu importe. Il faut qu'il y ait un accès depuis l'extérieur. Et ce qu'on proposait pour les bailleurs sociaux, nous, même pour les syndics aussi, c'était que cet Internet technique pouvait aussi servir d'Internet, on va dire, en mode dégradé pour des locataires ou pour des propriétaires qui ont une panne d'Internet chez eux, par exemple. On peut aussi basculer pendant 3 jours. Dans l'offre de service, ça peut être ça. Et bien, tiens, votre Internet technique de l'immeuble vous dépanne pendant 3 jours, 4 jours, une semaine. Ça, c'est à affiner aussi. Et voilà, je voulais juste insister sur cette infrastructure ouverte, mais qui doit être raccordée forcément à un moment donné à Internet. Oui, là on parle de services généraux. Est-ce que dans ces immeubles, on met Internet, mais est-ce qu'on met un petit serveur aussi en partie commune qui va permettre de piloter tous ces équipements? Ben, ça peut, hein, ça peut. Là aujourd'hui, par exemple, quand on équipe des résidences en vidéoprotection, on met soit un petit serveur, soit un petit enregistreur numérique. Donc, on met de l'intelligence. Donc, il faut en effet prévoir ça dans la construction ou dans la rénovation. Il faut des petits locaux techniques dans lesquels on puisse mettre en effet un minimum d'équipement. Oui. Fabien, vous avez équipé vos bâtiments avec des serveurs comme ça? Vous avez tiré Internet partout? Parce que finalement, c'est ce qu'on voyait. Il y a encore la 4G, 3G, même 2G qui pilotent des ascenseurs. Oui, C'est ce qu'on voyait sur l'enquête. Oui. Ouais, tout à fait. On a, alors nous, 100% de nos ascenseurs sont équipés en carte
machine to machine. Ouais. On n'a plus aucune ligne analogique. Donc ça, sur nos 170 appareils. Après, on a toutes les grosses chaufferies. Parmi nos 70 chaufferies, on a 45 chaufferies qui sont équipées de box pour permettre une gestion à distance par nos exploitants de chauffage. Donc, on a déjà équipé nos chaufferies depuis de nombreuses années. Et enfin, on a du bas débit, on a quelques capteurs sur un bas débit 0G via des réseaux type Lyora, Covisio ou Sigfox. On a presque toutes les technologies sur notre patrimoine de fait de nos différents essais. Ouais. Oui, donc on voit la nécessité, là on arrive à la fin de cette table ronde, on voit la nécessité d'une montée en compétences de tout le monde, hein, à la fois des électriciens et qui deviennent intégrateurs, mais aussi des maîtres d'ouvrage, comme on disait aussi des architectes, des bureaux d'études, parce que l'ensemble de la chaîne doit s'approprier ces sujets-là pour pouvoir les déployer dans le bâtiment de manière intelligente. Il faut pas, c'est ce que disait Arnaud, hein, c'est ce que sous ton contrôle, c'est de pas installer du matériel pour installer du matériel. Il faut en discuter avec le maître d'ouvrage, partir du besoin, toujours pour installer le matériel. Est-ce que c'est ça, Arnaud, qu'on peut donner comme mot de la fin? C'est ça. Et quand il y a parce que c'est pas évident d'avoir des maîtres d'ouvrage qui discutent directement avec les intégrateurs. Ça peut, bien sûr, on discute au quotidien, mais il ne faut pas hésiter aussi à faire appel à des bureaux d'études spécialisés qui vont venir aider, on parlait d'AMO tout à l'heure, mais voilà, qui vont venir aider le maître d'ouvrage à vraiment bien calibrer et bien définir son besoin, rédiger les cahiers des charges qui vont bien, et derrière, nous, intégrateurs, on répondra à l'appel d'offres, etc. Voilà. Dans l'ordre des choses, ça se passe comme ça. Oui. Après la conférence, donc on arrive à la fin de cette table ronde.